La sonnerie stridente du téléphone de bureau a brisé le calme de mon bureau du 35e étage à Midtown Manhattan. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai été surprise de voir le nom de Richard s'afficher à 10 heures. Mon mari appelait rarement pendant les heures de bureau, surtout quand il savait que je préparais une fusion d'entreprise majeure. Quelque chose n'allait pas. Dès que j'ai entendu sa voix froide, distante, presque mécanique, un frisson m'a parcouru l'échine. C'était ce genre d'intuition bien particulier qui vous noue l'estomac avant même que la mauvaise nouvelle n'arrive. « Alex, ça ne marche plus. Je veux le divorce », a-t-il dit brutalement, sans même un bonjour d'usage. 13 ans de mariage, balayés en quelques mots prononcés avec la même émotion que l'on mettrait à commander un café. J'ai serré le combiné plus fort. Mes articulations sont devenues blanches tandis que mon cerveau luttait pour assimiler ce que je venais d'entendre. La silhouette de Manhattan qui s'étendait au-delà de mes fenêtres du sol au plafond restait inchangée, totalement indifférente au fait que mon monde s'écroulait. « Richard, de quoi parles-tu ? C'est une blague ?» Ma voix sonnait creux. Elle était trop aiguë, trop fragile. Je me suis levé, manquant de renverser le presse-papier en verre qu'il m'avait offert pour notre 10e anniversaire. Il captait la lumière du matin, projetant de petits arcs-en-ciel sur les piles de dossiers juridiques sur mon bureau en acajou. Ce n'est pas une blague, Alex. J'ai déjà déménagé la plupart de mes affaires. C'est Martin Gallagher qui gérera les détails à partir de maintenant. N'essaie pas de me contacter directement. Toute communication passe par lui. La fermeté sans appel de sa voix m'a choqué. Il n'y avait aucune place pour la discussion. Il n'a fourni aucune explication. Tu ne peux pas mettre fin à notre mariage au téléphone, Richard. Nous devons en parler face à face, ai-je supplié, détestant le désespoir qui s'était glissé dans mon ton. J'étais Alexandra Davis, une avocate d'affaires qui faisait suer les PDG lors des dépositions. Je ne mendiais jamais, et pourtant me voilà accroché au téléphone comme à une bouée de sauvetage. Il n'y a rien à discuter. J'ai pris ma décision. Il y a eu une brève pause. Puis il a ajouté, « Tu as changé, Alex. Nous avons tous les deux changé. C'est pour le mieux. » Il a raccroché avant que je ne puisse répondre, me laissant là, debout, à fixer mon reflet dans la vitre. Une femme accomplie dans un tailleur de créateur sur mesure, l'air absolument et totalement perdu. Mon assistante Sophie est apparue dans l'encadrement de la porte, le visage marqué par l'inquiétude. « Mademoiselle Davis, est-ce que tout va bien ? Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » Elle travaillait avec moi depuis 6 ans, assez longtemps pour lire les subtils changements dans mon expression. Je lui ai fait signe de fermer la porte. Richard vient d'appeler. Il veut divorcer. Prononcer ces mots à haute voix les rendait terriblement réels. Les yeux de Sophie se sont agrandis sous le choc. Quoi ? Pourquoi ? Vous aviez l'air si heureux à la fête de fin d'année du cabinet le mois dernier. Elle s'est approchée et s'est assise sur la chaise en face de mon bureau. Je me suis effondré dans mon fauteuil en cuir, soudainement épuisé au-delà de toute mesure. Je me suis massé les tempes, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Il m'a dit de ne pas le contacter. Il a dit que tout passait par son avocat, Martin Gallagher. L'expression de Sophie est passée de la confusion à la frustration. Sophie m'a dit ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé, Alex. Je me suis redressé. Martin Gallagher. Richard a mis cela entre les mains d'un avocat d'affaires. C'est une déclaration de guerre. J'ai souri en tendant ma propre main. C'est exact. Je crois que nous étions de chaque côté de la table de négociation l'année dernière pour le développement commercial de Hudson Yard. Le monde est petit, n'est-ce pas? Martin Gallagher, l'un des avocats d'affaires les plus redoutés de Manhattan, a dégluti péniblement. Sa main a légèrement tremblé lorsqu'il a serré la mienne. À cet instant précis, j'ai connu que j'avais toutes les cartes en main. Richard avait fait une erreur de calcul fatale. Il avait oublié que sa femme n'était pas une mondaine impuissante. Elle était une avocate en passe de devenir associée, spécialisée dans les contrats exacts qu'il tentait d'utiliser contre elle. Gallagher m'a fait signe de m'asseoir, ses mouvements étant raides alors qu'il se réfugiait derrière son bureau. Les fenêtres du sol au plafond derrière lui offraient une vue sur le quartier financier, mais ses yeux étaient entièrement fixés sur la femme qui, soudain, n'était plus du tout la maîtresse de maison facile à manipuler qu'il s'était préparé à affronter. Je dois admettre, Mademoiselle Davis. Sterling convient très bien,
ai-je interrompu, gardant un ton agréable mais inflexible. Ou Alex, si vous préférez. Nous sommes collègues, après tout. Il a hoché la tête, recalibrant rapidement sa stratégie. Alex, alors. C'est inattendu. Richard a omis de mentionner votre statut professionnel. J'aimerais qu'il y ait pas mal de choses que Richard a omis de mentionner. J'ai ouvert les loquets de ma mallette et j'en ai sorti une pochette en carton, la posant précisément au centre de son bureau verni. J'ai apporté une copie du contrat de mariage qui définit les paramètres exacts de notre dissolution de mariage. Le visage de Gallagher est resté neutre, mais j'ai capté la crispation au niveau de ses yeux. J'en ai une copie ici, a-t-il dit en tapotant un dossier bleu à sa droite. J'en suis sûr. Cependant, je suis curieuse de savoir si Richard a attiré votre attention sur la section 7, paragraphe 3. J'ai fait glisser ma copie sur le bureau, ouverte à la page concernée, la clause d'infidélité surlignée en jaune vif. Pendant que Gallagher la lisait, j'ai vu son visage passer de la confusion à la compréhension, puis à une alarme manifeste. Il m'a regardé, puis a de nouveau baissé les yeux vers le document, comme s'il espérait que les mots s'étaient réorganisés d'eux-mêmes. C'est très spécifique, a-t-il fini par dire. En effet, Richard était extrêmement attaché à cette clause lorsque nous nous sommes mariés. Il avait terriblement peur que sa jeune épouse ne soit tentée d'aller voir ailleurs. J'ai affiché un sourire des plus minces. Oh, l'ironie du sort. Gallagher a retiré ses lunettes et s'est pincé l'arête du nez. Alex, je suis certain que nous pouvons parvenir à un arrangement raisonnable sans invoquer. J'ai apporté des preuves, les jeux interrompus calmement, posant un second dossier sur le bureau. Relevé de carte de crédit, facture d'hôtel, relevé téléphonique. Et ce matin même, j'ai reçu une réponse très éclairante à un SMS que j'ai envoyé à un numéro avec lequel mon mari communique très régulièrement. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé face visible sur le bureau, affichant le SMS qui m'avait accueilli à mon réveil. Qui est-ce? Richard m'a donné ce numéro pour les urgences. Ici Véronica. Gallagher a fixé le téléphone, puis la pile de preuves. Il avait l'air physiquement malade. Peut-être devrions-nous reporter cette réunion. J'ai besoin de consulter mon client. Bien sûr, ai-je dit, récupérant mon téléphone, tout en laissant les pochettes sur son bureau. Je vais attendre. Ce n'est pas nécessaire. Je peux vous appeler quand. Je vais attendre, ai-je répété, ma voix ne laissant aucune place à la discussion. Je me suis calé plus profondément dans mon fauteuil et j'ai croisé les jambes. Ça ne prendra pas longtemps. Gallagher a hésité, a hoché la tête d'un geste sec et a pris son téléphone de bureau. Il s'est légèrement détourné pour composer le numéro, mais j'entendais parfaitement sa voix. Richard, nous devons parler tout de suite. Une pause. Non, ça ne peut pas attendre. Une autre pause, plus longue cette fois. Si ta femme est là? Oui. Elle est assise dans mon bureau. Il a écouté un instant, le visage sombre. Richard, as-tu seulement lu ton propre contrat de mariage? Celui que tu as exigé? La réponse devait être négative, car Gallagher a brièvement fermé les yeux de douleur. Il y a une clause d'infidélité. 50% de tous les actifs commerciaux acquis pendant le mariage. Même de l'autre côté du bureau, je pouvais entendre la réaction explosive de Richard résonner dans le combiné. Gallagher a éloigné le téléphone de son oreille une seconde avant de répondre. Oui, elle a des preuves. Une montagne de preuves d'après ce que je vois. Une autre pause. Ça ne marche pas comme ça, Richard. Tu ne peux pas juste. Il a froncé les sourcils. C'est une avocate spécialisée en droit des contrats commerciaux. Tu le savais. Un long silence pesant. Je vois. Eh bien, cela complique énormément les choses. Quand il a enfin raccroché, Gallagher m'a regardé avec un sentiment proche du respect. Richard est en route pour venir ici. Il aimerait vous parler en privé. Je n'en doute pas, j'ai rassemblé mes dossiers de preuves et les ai glissés dans ma mallette. Malheureusement pour lui, ça ne se passe plus comme ça. Toute communication passe par les avocats désormais. Rappelez-vous ces mots, pas les miens. Alex, s'il vous plaît, soyez raisonnable. 13 ans de mariage méritent au moins une conversation. 13 ans de mariage méritaient mieux qu'un coup de téléphone pour y mettre fin, ai-je rétorqué, ressentant une lueur de la douleur vive que j'avais gardée enfouie sous mon armure professionnelle.
Richard a fait son choix. Maintenant, il doit en assumer les conséquences. Nous sommes restés assis dans un silence d'une tension insoutenable pendant 20 minutes avant que la porte du bureau ne s'ouvre presque à la volée. Richard est entré comme une tempête. Son apparence habituellement impeccable, costume italien sur mesure, cheveux parfaitement coiffés était légèrement débraillé. Il s'est arrêté net en me voyant, comme s'il était sincèrement choqué que j'aie l'audace d'être là. Ses yeux, de ce brun chaud qui faisait autrefois battre mon cœur, étaient maintenant froids, affolés et épuisés. Alex, juste mon nom, plat et dénué d'émotion. Richard. Je suis restée assise, refusant de me laisser déstabiliser par sa présence physique. Il s'est tourné vers Gallagher. Laissez-nous. L'avocat a semblé immensément soulagé d'échapper à la zone de déflagration, s'emparant à la hâte d'un bloc-notes. À la seconde où la porte s'est refermée, Richard s'est dirigé vers la fenêtre, me tournant le dos. C'est un coup bas, même pour une avocate. Utiliser une faille juridique pour essayer de me voler la moitié du travail de ma vie. Une faille juridique, ai-je répété, une incrédulité sincère tintant ma voix. Tu veux parler de la clause exacte que tu as insisté pour faire rédiger par nos avocats? Celle conçue pour te protéger de moi. Il s'est retourné brusquement, la mâchoire serrée. C'était différent. En quoi? Parce que tu n'as jamais imaginé que ce serait moi qui l'appliquerais? Je me suis penché en avant. Ou parce que tu ne pensais pas que je découvrirais l'existence de Véronica? Ses yeux ont exprimé de la panique au son de son nom, confirmant tout. Comment sais-tu pour elle? Cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que tu as rompu notre contrat, Richard. Le contrat de mariage et le contrat légal. Il a passé une main dans ses cheveux sombres, désormais parsemés de gris sur les tempes, un geste si familier qu'il m'a serré le cœur. Écoute, je sais que tu es sous le choc. J'ai mal géré la situation hier, mais nous pouvons être raisonnables. Raisonnable, ai-je ricané. Comme envoyer ton chien de garde m'annoncer mon divorce? Comme essayer de vider nos comptes d'investissement joints pendant que j'étais au bureau? C'est ça, être raisonnable? J'étais en colère, a-t-il admis, s'effondrant sur la chaise vide de Gallagher. Ces dernières années, tu étais tellement obsédé par l'idée de devenir associé. Toujours à travailler, toujours en retard, émotionnellement absente. On se parlait à peine. Je l'ai fixé du regard, sidéré par son hypocrisie. Es-tu sérieusement en train d'essayer de me rejeter la faute pour ta liaison? Il s'est penché au-dessus du bureau, son expression s'adoucissant pour retrouver ce sourire enfantin et charmant qui me faisait autrefois fléchir les genoux. Alex, ma chérie, nous nous sommes éloignés. Ça arrive. Mais nous pouvons régler cela à l'amiable. L'offre que je t'ai envoyée est généreuse. Généreuse, ai-je répliqué, haussant le ton malgré mes efforts pour rester de glace. 20% de ce qui me revient de droit, ce n'est pas généreux, Richard. C'est une insulte. Ce contrat n'a jamais été conçu pour être utilisé comme une arme de la sorte, a-t-il soutenu, la frustration perçant dans sa voix. C'était une formalité. Alors tu n'aurais pas dû le signer. Je me suis levé, saisissant ma mallette par la poignée. Ou mieux encore, tu n'aurais pas dû me tromper. Quoi qu'il en soit, l'ère des négociations directes est révolue. Comme tu l'as dit, à partir de maintenant, toute communication passe par les avocats. Richard s'est levé lui aussi, sa taille lui permettant de me dominer de toute sa hauteur, une tactique d'intimidation physique qu'il utilisait avec les fournisseurs lorsque les négociations stagnaient. Ne fais pas ça, Alex. Tu le regretteras. Je n'ai pas scié. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Richard. C'est toi qui vas regretter d'avoir pensé que j'étais toujours cette fille naïve de 20 ans qui ne comprenait pas ce qu'elle signait. Alors que je me tournais vers la porte, il m'a attrapé par le bras. Attends, s'il te plaît. Sa voix a perdu son ton agressif. Elle semblait presque suppliante. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi juste ton chiffre et réglons ça à l'amiable. Pendant une fraction de seconde, je me suis surprise à imaginer lui dire ce que je voulais réellement. Je voulais que rien de tout cela ne se soit produit. Je voulais que l'homme que j'avais aimé pendant 10 ans ne m'eût pas trahi. Je voulais que la vie que nous avions construite ne soit pas en cendres. Mais cette réalité-là appartenait au passé. Je veux exactement ce qui me revient en vertu du contrat que tu as toi-même rédigé, ai-je dit en retirant doucement mais fermement sa main de mon bras.
50% de tous les actifs commerciaux acquis pendant le mariage et un partage équitable de nos biens immobiliers personnels. Cela va couler le groupe de restauration, a-t-il protesté. Nous sommes en pleine expansion d'envergure. Chicago, Miami. Tu aurais dû penser à l'impact financier de ta libido avant de commencer à coucher avec une fille de 22 ans, ai-je terminé pour lui, observant tout le sang se retirer de son visage face à la précision de mes informations. Comment pensais-tu que cela se terminerait, Richard? Croyais-tu vraiment que j'allais simplement ramasser les miettes que tu balayais de la table et disparaître en silence? La porte a grincé en s'ouvrant avant qu'il ne puisse répondre. Gallagher se tenait sur le seuil, l'air très mal à l'aise. J'ai cru entendre des éclats de voix. Tout va bien ici? Un timing parfait, ai-je dit, passant devant lui d'un pas vif dans le couloir. Nous avons fini. Richard a des décisions commerciales existentielles à prendre, et j'ai une déposition à préparer pour 16 heures. M'arrêtant devant la batterie d'ascenseur, j'ai lancé par-dessus mon épaule, j'attendrai une d'accord révisée d'ici la fin de la semaine, monsieur Gallagher. Une proposition qui reflète intégralement les conditions de notre contrat de mariage. Je suis parti sans me retourner, gardant une posture rigide jusqu'à ce que les portes en acier inoxydable de l'ascenseur se referment, m'enfermant dans l'intimité. Ce n'est qu'alors que mes épaules se sont affaissées. Ma façade professionnelle si soigneusement construite s'est fissurée sous le poids immense de ce qui venait de se passer. Le Richard que je croyais connaître, l'homme qui avait payé mes études de droit, célébré ma première grande affaire, construit une vie avec moi, avait disparu aussi s'il avait seulement existé un jour. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sophie, comment ça s'est passé? Vous avez besoin de renfort? J'ai esquissé un faible sourire à sa combativité. Réunion terminée. Je rentre au bureau. Je vous tiens au courant. Quand je suis revenu chez Wentworth et Davis, Thomas Wentworth m'attendait dans mon bureau. Son visage distingué aux tempes grisonnantes était marqué par une inquiétude sincère. Thomas, qui approchait de la soixantaine, était mon mentor depuis mon premier stage d'été. C'était lui qui m'avait orienté vers le droit des contrats commerciaux et qui avait soutenu ma promotion comme associé. Sophie m'a dit ce qui s'est passé, a-t-il dit en se levant à mon entrée. Je suis tellement désolé, Alex. J'ai posé ma mallette et je me suis effondré sur mon fauteuil, ressentant soudain le poids de 1000 nuits blanches. Merci. Ces dernières 24 heures ont été riches en enseignements. Vous avez besoin d'être représenté. Je connais un véritable tueur en droit de la famille. Je m'en occupe moi-même, ai-je interrompu, avant d'adoucir mon ton. Mais merci. J'apprécie votre démarche. Thomas m'a étudié du regard pendant un long moment. Alex, ce n'est pas une simple fusion d'entreprises. C'est ton mariage, c'est ta vie. Un peu de distance émotionnelle te ferait du bien. J'ai secoué la tête. Richard a transformé cela en transaction commerciale à la seconde où il a tenté de me spolier de mes biens légaux. Je ne laisserai pas mon chagrin personnel m'empêcher de négocier un règlement équitable. Et après, a demandé doucement Thomas. Une fois que les papiers seront signés et les biens partagés, qu'est-ce qui se passera? C'était une question que je ne m'étais pas permis d'envisager. Après 13 ans passés à être la moitié de Richard, qui étais-je seul? À quoi ressemblerait ma vie sans son attraction gravitationnelle? Je ne sais pas, ai-je admis, la sincérité brute de ma réponse me surprenant moi-même. J'imagine que je le découvrirai quand l'encre sera sèche. Thomas a hoché la tête, me tapotant l'épaule alors qu'il se dirigeait vers la porte. Tu es plus forte que tu ne le crois, Alex. Tu l'as toujours été. Il s'est arrêté sur le seuil. Prends le reste de la journée. La fusion Vanguard peut attendre. Resté seul, mes yeux ont dérivé vers la photo de mariage sur mon bureau. Je la gardais là comme un rappel de mes racines, de la personne qui avait cru en moi quand j'étais juste une réceptionniste avec de grands rêves. Je l'ai prise, traçant le visage souriant de Richard avec mon pouce. M'avait-il jamais aimé sincèrement, ou n'étais-je qu'un trophée docile et impressionnant à exhiber devant ses investisseurs? Mes pensées ont été interrompues par un autre SMS du numéro inconnu. Ici Véronica. Est-ce qu'on peut se voir? Il y a quelque chose que vous devez savoir sur Richard. J'ai fixé l'écran, mon pouce accélérant. C'était la maîtresse de Richard. La femme qui avait aidé à faire exploser mon mariage me contactait directement. Mon premier réflexe a été de bloquer le numéro. Que pouvait-elle bien me dire que j'eusse besoin d'entendre?
Mais l'avocate en moi y a vu un levier potentiel. L'information, c'était le pouvoir. Ce soir-là, j'ai commencé le processus atroce de démêlage de ma vie de la sienne. J'ai déplacé le reste de ses vêtements dans la chambre d'amis, j'ai supprimé nos listes de lecture Spotify partagées et je les retirais de mes contacts d'urgence. Chaque action me donnait l'impression de couper une artère, me rendant à la fois plus légère et dangereusement détachée de tout. Dans le bureau, j'ai trouvé une photographie qui m'a coupé le souffle pendant une seconde. C'était Richard et moi lors de l'inauguration de son tout premier restaurant de luxe, Sterling et Davis, une fusion de nos noms. Je rayonnais de fierté, mon bras autour de sa taille. Ce soir-là, il avait levé son verre devant l'élite de Manhattan, portant un toast à « ma brillante épouse », sans qui rien de tout cela n'existerait. Le restaurant avait prospéré, évoluant vers un groupe hôtelier qui possédait désormais 8 établissements de prestige répartis sur 3 États. Et j'avais été là à chaque étape. J'avais révisé les baux commerciaux, optimisé les contrats avec les fournisseurs, et même conceptualisé le thème moderne de la ferme à la table qui était devenu sa signature. De bien des manières concrètes, l'empire de Richard s'était construit sur mon travail invisible. J'ai reposé la photo, une nouvelle détermination froide se cristallisant dans ma poitrine. Ce divorce n'était pas seulement une question d'obtenir une compensation légale. Il s'agissait de le contraindre à reconnaître mon rôle fondateur dans l'empire que nous avions construit ensemble. Il avait peut-être oublié mes contributions, mais j'allais m'assurer que le règlement final les reflète à la lettre. Le lendemain, je me suis habillé avec soin pour mon rendez-vous avec Véronica. J'ai choisi un chemisier simple et coûteux en soie couleur crème et un pantalon ajusté, plutôt que mon tailleur habituel aux allures d'armure. Ce n'était pas une déposition. C'était quelque chose de bien plus compliqué. Je suis arrivé au café 10 minutes en avance, m'installant à une table d'angle tranquille. À 13h pile, une jeune femme est entrée, regardant autour d'elle nerveusement. Elle était magnifique, grande, blonde naturelle, avec ce genre de beauté sans effort qui fait tourner les têtes dans la rue. Elle ne devait pas avoir plus de 22 ans, exactement l'âge que j'avais quand j'ai rencontré Richard. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu une lueur de reconnaissance. Elle a redressé les épaules et s'est avancée, sa confiance semblant se recommencer à se structurer à chaque pas. « Alexandra ?» a-t-elle demandé, sa voix plus douce et avec un accent du sud plus prononcé que ce à quoi je m'attendais. « Véronica ?» ai-je confirmé, lui désignant la chaise en face de moi. « S'il te plaît, assieds-toi. » Elle s'est glissée sur le siège, ses doigts tordant nerveusement la bandoulière de son sac à main de créateur, un sac Prada de la nouvelle collection. Je l'ai reconnu instantanément. Richard m'avait acheté exactement le même pour Noël, le même Noël où il entretenait apparemment cette nouvelle relation. « Merci de me recevoir », a-t-elle commencé, ses yeux bleus clairs plongeant dans les miens. Je sais que ça doit être bizarre. C'est le moins qu'on puisse dire, ai-je dit d'un ton totalement neutre. Tu as dit qu'il y avait quelque chose que je devais savoir. Véronica a pris une inspiration tremblante. Il vous a menti, évidemment. Mais il m'a menti à moi aussi. Elle a ouvert la fermeture éclair de son sac Prada et en a sorti une petite liasse de papier, les posant sur la table entre nous. Il m'a dit que vous étiez déjà séparés, que vous étiez d'accord sur un divorce depuis des mois, mais que vous gardiez cela secret à cause de ses investisseurs. Une nouvelle vague de dégoût m'a envahi, mais mon visage est resté impassible. Quand cela a-t-il commencé? Il y a 6 mois. Je travaillais comme hôtesse dans le nouvel établissement d'Austin pendant son ouverture. Richard était là-bas pendant 2 semaines pour superviser le lancement. Ses joues sont devenues roses. Il était charmant, attentionné. Il me faisait sentir comme si j'étais la personne la plus importante de la pièce. Il a dit que j'avais du potentiel pour travailler au siège. Le calendrier correspondait parfaitement à l'augmentation soudaine de ses voyages d'affaires. Et tu l'as cru pour la séparation? Elle a hoché la tête, regardant ses mains. Il m'a même montré les documents, ce qu'il a appelé les demandes de divorce préliminaires que vous aviez signées tous les deux. Elle a poussé la pile de papier vers moi. Je les ai pris, reconnaissant instantanément de quoi il s'agissait. C'étaient des projets de contrats de fournisseurs commerciaux standards, mais il avait agrafé des pages de signatures provenant de vieux documents fiscaux sans rapport à l'arrière. C'était un faux grossier, amateur, qui ne tiendrait pas 10 secondes devant un tribunal, mais c'était amplement suffisant pour convaincre une jeune fille éblouie qui voulait y croire. Il m'a fait déménager à New York il y a 3 mois, a continué Véronica. Il m'a installé dans un appartement de luxe à Chelsea,
m'a promis de m'aider à signer avec une agence de mannequins. Sa voix s'est légèrement durcie. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses. Il ne m'emmenait jamais dans certains restaurants. Il ne m'a jamais présenté à son cercle proche. Il avait toujours une excuse pour expliquer pourquoi je ne pouvais pas voir son appartement de Tribeca. Parce qu'il était encore bel et bien marié et vivait avec sa femme, ai-je terminé en écartant les documents falsifiés. Elle a hoché la tête, retenant ses larmes. J'ai compris la vérité hier après que vous m'avez envoyé ce SMS. J'ai fait des recherches approfondies en ligne. J'ai trouvé des articles mondains sur vous deux assistant à des galas de bienfaisance ensemble il y a quelques semaines à peine. Elle a levé les yeux, le visage mêlé de honte et de colère pure. Je me sens tellement stupide. Malgré tout, une étincelle de sympathie sincère s'est allumée dans ma poitrine. Ce n'était qu'une gamine manipulée par un homme riche et puissant ayant le double de son âge. Tu n'es pas la première femme que Richard a complètement fascinée. Et tu ne seras probablement pas la dernière. Est-ce qu'il y en a d'autres que moi? Ses yeux se sont agrandis. Pas à ma connaissance, ai-je dit. Mais il m'a séduite exactement de la même manière quand j'avais ton âge. La tête de Véronica s'est relevée d'un coup. Vous aviez mon âge quand vous l'avez rencontré? J'avais 20 ans, ai-je confirmé, faisant signe au serveur pour commander un café noir. Je n'avais pas prévu d'être vulnérable avec cette femme, mais sa franchise brutale m'a désarmé. J'étais réceptionniste dans un cabinet de relations publiques. Il avait 31 ans, avait déjà du succès, était confiant, charmant. Comme si tu étais la seule personne dans la pièce qu'il pouvait voir, a terminé Véronica, un sourire triste et complice sur les lèvres. Exactement. Le serveur a déposé mon café et Véronica a conseillé un thé glacé. Lorsqu'il est parti, elle s'est penchée en avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-on passé de réceptionniste à... Elle a vaguement désigné ma Rolex et ma soie sur mesure, marqueurs évidents d'un style de vie haut de gamme à Manhattan. En partie grâce à Richard. J'admets qu'il m'a encouragé à terminer mes études. Il a payé mes frais de scolarité, m'a soutenu tout au long de mes études de droit. Il était incroyablement fier de mon ambition. J'ai remué mon café, regardant le liquide sombre tourbillonner. Du moins, c'est ce que je croyais. Il parlait de vous parfois, a dit doucement Véronica. Il disait que vous étiez brillante, mais que vous étiez devenue froide, que vous étiez trop obsédée par votre carrière pour vous soucier de lui. Ces mots ont piqué, même venant d'elle. Et j'imagine qu'il s'est dépeint comme le mari tragiquement négligé. Elle a hoché la tête, l'air tout à fait embarrassé. Il disait que vous n'aviez plus d'intimité depuis plus d'1 an, que vous étiez pratiquement de simples colocataires. Elle a tortillé l'emballage de sa paille. J'imagine que c'était un mensonge aussi. Ça l'était, ai-je dit simplement, m'en tenant là. Certains détails de mon mariage étaient encore trop sacrés pour être disséqués sur une table de café avec sa maîtresse. Il semble que Richard soit très doué pour façonner des récits arrangeants pour nous deux. Un silence tranquille s'est installé sur la table. J'ai pris le temps de bien la regarder. Elle était belle, certes, mais il y avait une vive intelligence derrière ses yeux qui suggérait qu'elle était bien plus que le stéréotype du mannequin en herbe entretenu par un homme mûr et riche. Que attends-tu de cette rencontre, Véronica, ai-je finalement demandé. Tu as dit que tu avais des choses que je devais savoir, mais tu as surtout confirmé mes soupçons existants. Elle s'est redressée, écartant son thé glacé. J'ai des historiques de SMS, des emails, des reçus de cartes de crédit, tout ce qui documente notre relation au cours des 6 derniers mois. Je veux que vous l'ayez. Elle a plongé la main dans son sac Prada et en a sorti une clé USB argentée, la posant précisément à côté de ma tasse de café. Il nous a menti à toutes les deux. Il nous a utilisés toutes les deux. Je ne veux pas qu'il s'en sorte comme ça. J'ai fixé le petit morceau de métal, pleinement de toute sa valeur thermonucléaire dans ma procédure de divorce. Avec ces données, Richard n'aurait plus aucun moyen de contester le contrat de mariage. C'était l'arme absolue. Pourtant, j'ai hésité. Pourquoi m'aides-tu? Tu ne me dois rien. L'expression de Véronica est devenue remarquablement froide. Parce qu'hier, après que je l'ai confronté sur le fait qu'il était toujours marié avec vous, il m'a dit que je n'étais qu'une distraction amusante et que je devais être réaliste quant à ma place dans le monde. Puis il m'a proposé une somme d'argent pour disparaître en silence. Sa voix s'est brisée un court instant. Il m'a traité comme une crise de relations publiques à gérer.
Pas comme un être humain à qui il disait « je t'aime » depuis 6 mois. Ce calcul d'entreprise glaciale ressemblait exactement au Richard que j'avais affronté dans le bureau de Gallagher. Non pas l'homme que je croyais avoir épousé, mais l'homme qu'il avait apparemment toujours été sous le charme. « Je suis désolé », ai-je dit. Et je le pensais sincèrement. « Tu ne méritais pas ça. » Elle a haussé les épaules, essayant d'afficher une mine solide, bien que son menton tremblât. « Je survivrai. Je suis jeune, comme il me le rappelait constamment. Mais toi et moi méritons mieux que c'est. » Elle a poussé la clé USB plus près de moi. « Prenez-la. Utilisez-la. Faites-lui mal. » J'ai pris la clé, refermant mes doigts dessus. « Merci. Cela garantit mon succès. » Bien. Elle a bu une longue gorgée de son thé. « Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le divorce ? Je veux dire, qu'est-ce que vous visez ? » Je négociais à partir d'une position de force absolue, ai-je expliqué, glissant la clé USB dans mon sac. Avec ces preuves, Richard n'a pas d'autre choix que d'accepter mes conditions. Et ces conditions incluent la moitié de son entreprise, a-t-elle demandé, une note d'admiration manifeste dans la voix. 50% de tous les actifs commerciaux acquis pendant le mariage, ai-je corrigé, ce qui comprend le groupe de restauration, la société holding immobilière commerciale et plusieurs portefeuilles d'investissement. Elle a sifflé doucement. Pas étonnant qu'il ait eu l'air de vouloir vomir quand je lui ai dit que je vous rencontrais. Il va perdre une fortune. Il aurait d'abord dû intégrer cela dans son évaluation des risques avant de baisser son pantalon, ai-je dit, plus durement que je ne le voulais. J'ai adouci mon ton. Mais il ne s'agit pas de vengeance, Véronica. Il s'agit de sécuriser ce que j'ai légalement gagné après 13 ans à construire ces entreprises à ses côtés. Véronica a hoché la tête d'un air pensif. Si cela peut vous aider, je trouve que vous gérez cela avec bien plus de classe que n'importe qui d'autre. Elle a hésité, puis a ajouté, parfois, il me montrait des photos de vous lors de galas de bienfaisance. Vous aviez toujours l'air si puissante. Honnêtement, vous m'intimidiez terriblement. Cela m'a arraché un rire sincère. Tu as 22 ans et tu es superbe. Si quelqu'un doit se sentir intimidé, c'est moi. La beauté passe, a-t-elle dit, faisant preuve d'une profondeur de maturité surprenante. Mais ce que vous avez construit pour vous-même. Votre carrière, votre réputation. C'est cela, le vrai pouvoir. Elle a pris son sac, se préparant à partir. Je dois y aller. J'ai un casting en ville. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Je retourne à Austin. Ma sœur y vit. Je vais repartir à zéro. Elle s'est levée, lissant sa jupe. Peut-être que je vais enfin reprendre mes études. J'ai toujours voulu étudier le design d'intérieur. Tu devrais, ai-je encouragé, me remémorant mon propre parcours. Il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Elle a souri, d'un sourire éclatant qui a transformé son visage. Merci d'être venu, Alex. Pour ce que ça vaut, je pense que Richard a fait une erreur catastrophique en te laissant partir. Après son départ, je suis resté seul avec mon café froid, analysant la tournure bizarre qu'avait prise la matinée. J'étais entré préparé à affronter une ennemie. À la place, j'avais rencontré une autre victime de l'ego de Richard. Circonstances différentes, même manipulation. Je suis retourné à mon bureau pour trouver 3 messages vocaux frénétiques de Martin Gallagher. Apparemment, Richard lui avait donné l'instruction de pivoter vers une stratégie entièrement nouvelle. Au lieu de l'offre initiale insultante, Richard proposait désormais un partage proche de 50-50e de nos biens personnels, bien qu'il tentât toujours désespérément de sanctuariser ses parts dans l'entreprise. Ce n'était pas suffisant, et nous le savions tous les deux. J'ai immédiatement composé le numéro de Gallagher. J'ai obtenu des preuves supplémentaires confirmant l'infidélité de Richard, lui ai-je dit, en me passant des formules de politesse. Une documentation numérique complète couvrant les 6 derniers mois. Je suis prête à procéder à l'application intégrale du contrat de mariage, y compris de la clause d'infidélité. Il y a eu un long silence résigné à l'autre bout du fil. Je vois, a soupiré Gallagher. Peut-être devrions-nous discuter d'un accord global avant que cela ne dégénère en litige. Je pense que ce serait extrêmement prudent de votre part, Martin. Mes conditions seront rédigées et sur votre bureau demain matin. Ce soir-là, j'ai commencé à me réapproprier ma vie.
J'ai fait emballer mes affaires personnelles du Penthouse de Tribeca par des déménageurs pour les installer dans une location de luxe que j'avais louée à Brooklyn Heights. J'avais besoin d'une zone neutre, d'un espace où le fantôme de Richard ne rôdait pas dans les moulures. Le nouvel appartement était élégant, moderne et entièrement mien. Après avoir déballé l'essentiel, je me suis assise à la table de salle à manger impeccable avec mon ordinateur portable pour rédiger les conditions du règlement. J'ai travaillé méthodiquement, m'assurant que chaque détail était inattaquable. Chaque exigence était étayée par le contrat de mariage et le droit de la famille de l'État de New York. À minuit, le document était parfait. Il était juste, mais d'une rigueur absolue. J'exigeais exactement ce qui m'appartenait. Aucune rancœur, mais absolument aucun compromis. Je recevrais 50% du groupe de restauration, 50% de l'immobilier commercial et un partage égal de nos liquidités. Richard conserverait suffisamment de parts pour continuer à exploiter l'entreprise, mais il serait contraint de m'inclure en tant que membre votant du conseil d'administration pour toutes les décisions futures de l'entreprise. En me glissant dans mon nouveau lit, dans mon nouvel appartement, j'ai réalisé que je ressentais quelque chose de tout à fait inattendu, du soulagement. Le mariage qui avait défini toute ma vie d'adulte était mort. Pourtant, je me sentais plus moi-même que je ne l'avais été depuis des années. Sans la gravité écrasante de Richard, sans devoir constamment ajuster mon orbite pour répondre à ses besoins, je pouvais enfin entendre à nouveau mes propres pensées. Les 3 semaines suivantes furent un tourbillon de dépositions, d'évaluations d'actifs et de négociations féroces. Confronté aux preuves irréfutables de sa liaison et au langage d'acier de son propre contrat de mariage, Richard n'eut d'autre choix que de capituler. Martin Gallagher, à son honneur, conseilla à son client de transiger plutôt que de mener une bataille publique spectaculaire et perdue d'avance devant les tribunaux. La signature finale des papiers du divorce s'est révélée dénuée de tout élan dramatique. Richard et moi étions assis l'un en face de l'autre dans la salle de conférence vitrée et élégante du cabinet de Gallagher. Aucun de nous n'a parlé au-delà des formalités juridiques nécessaires. Richard avait l'air épuisé. La confiance inébranlable qu'il avait toujours définie était brisée alors que nous signions tous les deux les documents mettant fin à notre mariage. J'ai croisé son regard en tendant le stylo au notaire. Il me regardait avec une expression que je ne parvenais pas entièrement à décoder. Peut-être du regret. Peut-être simplement de la résignation. Quand ce fut terminé, nous nous sommes levés pour partir. Près de la porte, Richard s'est arrêté. « Alex » a-t-il prononcé doucement mon nom. Je me suis tourné vers lui, croisant son regard pour la dernière fois en tant qu'épouse. « Je suis désolé » a-t-il dit, ces mots ayant visiblement un goût de cendre dans sa bouche. Pas pour le divorce, qui était probablement inévitable. Mais pour la façon dont j'ai géré la situation. Tu méritais mieux. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant 13 ans, essayant de relier le jeune entrepreneur charmant qui avait conquis mon cœur, l'homme d'affaires calculateur qui avait tenté de me dépouiller, et cette silhouette vidée de sa substance debout devant moi. Oui, ai-je simplement répondu, c'est vrai. En sortant dans la rue animée de Manhattan, par cet après-midi ensoleillé de printemps, j'ai eu l'impression de poser le pied sur une nouvelle planète. Le divorce était prononcé, l'empire divisé, la guerre juridique gagnée. Venait maintenant la partie véritablement terrifiante, découvrir qui était réellement Alexandra Davis. La réponse a pris forme au cours de l'année suivante. Armé de mes 50% de parts dans le groupe de restauration, je me suis investi en tant que membre actif du conseil d'administration, mettant mon expertise juridique d'entreprise au service de la rationalisation de leurs plans d'expansion nationaux. Richard a d'abord été profondément irrité par mon implication, mais il a finalement dû admettre que ma contribution était inestimable. Alors que l'entreprise prospérait malgré notre implosion personnelle, ma carrière au sein du cabinet d'avocats a explosé. Thomas Wentworth m'a proposé le poste d'associé directrice d'une toute nouvelle division spécialisée dans les contrats de l'hôtellerie et de l'immobilier commercial, me permettant de tirer pleinement parti de la double expertise que j'avais développée. Le travail était éreintant, mais il était incroyablement épanouissant. Je bâtissais un empire qui m'appartenait entièrement. Sur le plan personnel, j'ai enfin trouvé le temps de redécouvrir la femme que j'avais enfouie au sein de mon mariage. J'ai rejoint un club d'aviron de compétition sur le fleuve Hudson, un sport que j'adorais à l'université mais que j'avais abandonné parce que Richard détestait les horaires matinaux. J'ai suivi des cours de cuisine avancés, j'ai voyagé dans des villes que Richard n'avait aucun intérêt à visiter, et j'ai repris contact activement avec des amis que j'avais négligés. 6 mois après le divorce, j'ai reçu un courriel inattendu de Véronica.
Elle était retournée à Austin et s'était inscrite dans un programme de design prestigieux. En pièce jointe figurait une photo de son premier grand projet d'architecture d'intérieur, un espace de vie élégant et moderne qui prouvait qu'elle avait un réel talent. « Merci de m'avoir poussé », écrivait-elle. Parfois, nous avons juste besoin que quelqu'un nous rappelle que nous avons de la valeur. J'ai souri en tapant ma réponse, sincèrement ravi pour elle. D'une manière bizarre et tordue, la trahison de Richard nous avait libérés toutes les deux. Elle l'avait libéré, elle, d'un mensonge, et elle m'avait libéré, moi, d'une cage dont je n'avais même pas réalisé que j'y étais enfermé. Cette même semaine, j'ai finalisé l'achat de mon appartement à Brooklyn Heights. Ce était un pantouse stérile de Tribeca, mais une magnifique maison en grès brun d'avant-guerre, chargée d'histoire et offrant de l'espace pour respirer. En déballant les derniers cartons du garde-meuble, j'ai retrouvé la photo de la côte amalfitaine qui trônait autrefois sur mon bureau. Je l'ai contemplée un instant, puis je l'ai déposée dans un carton destiné au sous-sol. Je ne l'ai pas jetée, mais je n'en avais plus besoin dans mon quotidien. À sa place, j'ai encadré une photographie en noir et blanc du lever de soleil sur la skyline de Manhattan, prise depuis mon skiff d'aviron sur l'Hudson. Elle représentait tout ce que ma vie était devenue, indépendante, belle selon ses propres critères et pleine de possibilités. Un an après le coup de téléphone catastrophique de Richard, j'assistais à l'inauguration du tout nouveau restaurant de notre portefeuille, le premier que j'avais co-géré, de la conception à la réalisation. L'espace, situé dans le centre-ville de Chicago, était magnifique, avec un éclairage chaleureux, des matériaux durables et un menu novateur provenant entièrement de fermes locales du Midwest. Bien que Richard et moi ayons travaillé en étroite collaboration sur ce projet, nous maintenions un périmètre strict et prudent, communiquant principalement par l'intermédiaire de nos équipes de direction. Mais lors de la soirée de lancement VIP, nous nous sommes retrouvés seuls près du bar, isolés de la foule chaotique d'investisseurs, de critiques gastronomiques et de politiciens locaux. Richard avait fière allure dans son smoking sur mesure, mais cette nouvelle lassitude permanente était toujours visible au coin de ses yeux. « Félicitations », a-t-il dit, levant son verre de Bourbon. « Les critiques sont déjà élogieux. Ton concept durable de la ferme à la table est un immense succès. Notre concept, ai-je corrigé, rendant le mérite là où il était dû. Ta vision culinaire, ma logistique de chaîne d'approvisionnement. D'un point de vue purement opérationnel, nous formons toujours une équipe redoutable. » Il a hoché la tête, une lueur proche de la nostalgie passant sur son visage. Il semble que nous fassions de bien meilleurs partenaires commerciaux que nous n'avons jamais fait d'époux. Peut-être, ai-je dit en buvant une gorgée de mon champagne. Ou peut-être que ce n'était tout simplement pas le bon moment. Sous la mauvaise dynamique. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si nous nous étions rencontrés aujourd'hui plutôt que lorsque tu avais 20 ans, a-t-il demandé soudainement. Si nous avions été égaux dès le premier jour. La vulnérabilité de cette question m'a prise au dépourvu. J'y ai réfléchi sincèrement. Je pense que nous aurions eu toutes nos chances. Mais nous ne pouvons pas réécrire l'histoire, Richard. Il a hoché la tête, son regard balayant la salle de restaurant comblée scintillante, monument de notre ambition combinée et pierre tombale de notre mariage. Non, mais nous pouvons en tirer des leçons. Alors qu'il s'éloignait pour saluer un critique gastronomique renommé de Chicago, j'ai repensé au parcours brutal de l'année écoulée. La douleur avait été atroce, la trahison absolue. Mais de cette dévastation était née une version de moi-même plus forte, bien plus authentique. La jeune fille naïve de 20 ans qui s'était laissée aveugler par les projecteurs de Richard s'était transformée en une avocate redoutable qui menait sa propre barque. Plus tard dans la soirée, alors que j'attendais mon manteau, mon assistante Sophie s'est approchée avec un sourire très suggestif. Vous voyez ce très bel avocat spécialiste de l'antitrust près de la table 9 ? Il pose des questions sur vous depuis le début de la soirée. Tom a dit que c'est quelqu'un de bien. Divorcé, il court des marathons. J'ai ri en secouant la tête. Pas ce soir, Sophie. Ce soir, c'est pour célébrer cela. J'ai désigné le restaurant comble. Mais peut-être la prochaine fois. J'ai réalisé avec surprise que je le pensais vraiment. Le divorce, qui m'avait semblé être une exécution, était en réalité une résurrection. Le succès de l'établissement de Chicago a marqué un tournant profond dans mes relations professionnelles avec Richard. Au cours des 6 mois suivants, nous avons trouvé un rythme de travail très efficace qui a permis au groupe hôtelier non seulement de survivre à notre divorce, mais aussi de pulvériser les prévisions trimestrielles. Les analystes du secteur,
qui prédisaient que notre rupture douloureuse mènerait l'entreprise à la faillite, en ont été pour leurs frais. Nos compétences complémentaires, le génie culinaire de Richard associé à ma rigueur juridique et à ma restructuration d'entreprise ont créé un géant. L'action du groupe a progressé de 15% depuis la restructuration, a noté Thomas Wentworth un après-midi, en déposant un exemplaire du Wall Street Journal sur mon bureau. Le divorce vous va exceptionnellement bien au portefeuille, Alex. J'ai souri, parcourant l'article qui louait notre récente expansion. Qui aurait cru qu'une situation d'otage imposée par la loi rapporterait des dividendes aussi élevés? Thomas s'est assis, me lançant ce regard perçant qui faisait de lui un plaideur légendaire. Et sur le plan personnel, comment gérez-vous cela? Ce ne doit pas être facile de passer autant de temps dans la même salle de conseil avec lui. J'y ai réfléchi attentivement. C'est révélateur, ai-je répondu. Regarder Richard fonctionner à titre strictement professionnel est fascinant. Il est brillant, je l'ai toujours su, mais je vois clairement ses limites à présent. Des défauts auxquels j'étais totalement aveugle lorsque j'étais sa femme. Ses limites? Il résiste à l'innovation à moins de penser que l'idée vient de lui. Il utilise son charme pour esquiver les conflits au lieu de faire le travail opérationnel difficile. J'ai haussé les épaules. Des choses que j'avais l'habitude de compenser automatiquement en tant qu'épouse, et que je gère désormais directement comme son égal. Et il accepte cela. Il n'a pas le choix. Thomas a répondu à sa propre question avec un sourire fier. Le conseil d'administration soutient vos initiatives à 100%, surtout après le succès de l'acquisition de Miami. Il a rigolé. Alexandra Davis, titan de la finance. Vous êtes bien loin de la stagiaire d'été terrifiée que j'ai embauchée il y a 10 ans. Je n'ai pas été terrifié, ai-je protesté, dissimulant un sourire. Tu étais pétrifié, a-t-il corrigé joyeusement. Mais tu étais implacable. C'est pour ça que j'ai misé sur toi. Il s'est levé, ajustant sa veste de costume. En parlant de mise, le gala du 30e anniversaire du cabinet a lieu vendredi prochain à la bibliothèque publique. Vous devriez venir accompagner. Je lui ai lancé un regard d'avertissement. Jouer les entremetteurs ne vous va pas, Thomas. Je ne joue pas les entremetteurs. Je suggère simplement que vous aimeriez peut-être une meilleure compagnie qu'une table de fiscalistes vieillissants. Il s'est arrêté devant la porte. Au fait, Jacob Simons a spécifiquement demandé si vous veniez. Vous savez, l'associé principal spécialisé dans l'antitrust chez Simons et Associés. J'ai essayé de garder un visage impassible, bien que ce nom ait immédiatement capté mon attention. J'avais rencontré Jacob lors d'un symposium juridique il y a 3 mois. Il m'avait bousculé avec des questions d'une grande acuité lors de mon intervention sur la restructuration d'entreprise. Nous avions discuté autour d'un verre ensuite, et je l'avais trouvé d'une intelligence vive, terre à accent grave terre et extrêmement séduisant. Il était divorcé, sans enfant, très impliqué dans le travail bénévole pour l'environnement, et possédait un humour pince sans rire dévastateur. Thomas avait l'air tout à fait innocent, mais ses yeux brillaient. Je n'insinue rien. Bon week-end, Alex. Lorsqu'il est parti, j'ai cherché les coordonnées de Jacob. Avant que mon cerveau ne puisse trop réfléchir, j'ai envoyé un court SMS. J'ai cru comprendre que vous assistiez au gala de Wentworth et Davis vendredi prochain. Peut-être pourrons-nous reprendre notre débat sur les implications antitrust des chaînes d'approvisionnement durables. La réponse est revenue en moins de 3 minutes. Je ne demanderai pas mieux. J'ai suivi vos modèles d'intégration des fournisseurs. Hautement impressionnant. Gardez-moi au moins une danse. Je me suis surprise à sourire devant mon écran, sincèrement charmé par son mélange parfait de respect professionnel et d'intérêt personnel évident. Une danse, ai-je répondu. Mais seulement si vous êtes prêt à défendre votre position sur l'intégration verticale tout en valsant. Défi relevé, a-t-il répondu. Ce soir-là, alors que je coupais des légumes pour le dîner dans ma cuisine de Brooklyn conçue sur mesure, j'ai réalisé que je fredonnais. Le simple fait de faire des projets uniquement pour mon propre plaisir me semblait une autre victoire silencieuse dans la longue guerre pour me reconstruire. Mon téléphone a sonné, brisant la paix de mon foyer. Le nom de Richard s'est affiché sur l'écran. Il était extrêmement rare qu'il m'appelle un vendredi soir. Notre communication était strictement limitée aux réunions de conseil d'administration prévues et au courriel. Richard, ai-je répondu, gardant un ton neutre. Y a-t-il un problème? Je m'excuse d'appeler en dehors des heures de bureau. Sa voix était crispée par le stress.
Mais nous avons une crise majeure à Charleston. Mark menace de partir et il emmène toute son équipe de cuisine avec lui. J'ai posé mon couteau de cuisine, passant instantanément en mode gestion de crise. Mark, le chef exécutif? Il était tout à fait d'accord avec le déploiement du nouveau menu lors de la réunion du conseil la semaine dernière. Il l'était jusqu'à ce qu'il reçoive une offre extrêmement lucrative du groupe Lawson. Richard a cité notre plus grand concurrent national, un énorme conglomérat hôtelier réputé pour son agressivité sur le marché. Ils ouvrent un établissement phare à 3 pâtés de maison de notre adresse de Charleston et ils veulent que Mark le dirige. Ce n'est pas une coïncidence, ai-je dit, mon esprit de juriste se mettant en marche. Comment Lawson connaissait-il le calendrier exact de notre lancement à Charleston? Nous n'avons même pas encore finalisé la campagne de relations publiques. C'est exactement ce qui me terrifie, a répondu Richard. Je soupçonne une fuite, probablement au niveau de la direction. C'était un scénario d'alerte rouge. L'ouverture de Charleston était le joyau de notre stratégie pour le 3e trimestre. Nous avions investi des millions dans cette propriété historique. Perdre le chef Mark et la réputation de niveau Michelin qu'il portait serait catastrophique. Je dois m'envoler pour Charleston demain matin, a dit Richard. Je vais essayer de le convaincre de rester. Mais j'ai besoin de ton aide, Alex. De mon aide, ai-je répété, surprise. Tu as un don pour les contrats, a-t-il dit, une trace de son ancien charme persuasif filtrant à travers le téléphone. Et tu comprends les implications juridiques si Lawson utilise des informations exclusives de notre entreprise. De plus, Mark te respecte. Il a été incroyablement impressionné par ta restructuration de la chaîne d'approvisionnement. J'ai hésité, passant en revue mes projets pour le week-end. J'avais des dossiers à réviser et un brunch le dimanche avec des amis. Rien que je ne puisse reporter. D'accord, j'y vais, ai-je décidé. Envoie-moi les détails du vol. J'examinerai les clauses de non-concurrence de Mark ce soir. Merci. Sophie nous a déjà réservé des places sur le vol de 9h au départ de JFK. Lorsque nous avons raccroché, je suis restée silencieuse. Un voyage d'affaires avec Richard, le premier depuis le divorce. C'était professionnellement nécessaire, mais émotionnellement compliqué. Le lendemain matin, nous étions assis côte à côte en première classe, élaborant notre stratégie à voix basse. Richard était impeccablement vêtu, comme toujours, mais j'ai noté la tension qui émanait de lui, les traits tirés autour de sa bouche, sa façon obsessionnelle de consulter sa Rolex. Mark a encore 1 an de contrat, ai-je dit en tapotant l'écran de mon iPad. Mais nos clauses de non-concurrence en Caroline du Sud sont réputées très difficiles à appliquer. S'il est fermement décidé à partir, l'équipe juridique de Lawson peut nous noyer sous les injonctions jusqu'à ce que le restaurant périclite. Richard a hoché la tête d'un air sombre. C'est ma crainte. Une bataille juridique prolongée tue l'élan. Nous devons le convaincre de rester de son propre chef. Qu'est-ce que Lawson offre exactement? D'après mes sources, le double de son salaire de base actuel, une autonomie créative totale et 5% de part dans la nouvelle entreprise. J'ai sifflé doucement. Il cherche le sang. Cela semble incroyablement ciblé. Cela semble personnel, a convenu Richard. Il a hésité, regardant par le hublot de l'avion. Henry Lawson veut absorber mon entreprise depuis des années. Lorsque notre situation est devenue publique, il a probablement vu une ouverture, un moment d'instabilité interne qu'il pouvait exploiter pour orchestrer une offre publique d'achat hostile. La logique était imparable, mais elle me laissait un goût amer dans la bouche. Ainsi, notre échec personnel est devenu un handicap pour l'entreprise. Notre situation personnelle, a corrigé doucement Richard, plongeant son regard dans le mien. Ce n'était pas un échec, Alex. J'ai été stupéfaite, non seulement par le sentiment, mais par l'absence totale d'arrogance défensive dans sa voix. Avant que je ne puisse analyser cela, l'hôtesse de l'air s'est approchée avec du café, et nous avons passé le reste du vol à discuter des incitations financières pour Mark, en évitant strictement les terrains minés de notre passé. Lorsque nous avons atterri en Caroline du Sud, l'air humide de la côte nous a frappés instantanément. Nous nous sommes enregistrés au Charleston Place, un vaste hôtel de luxe historique du centre-ville. Bonjour, monsieur et madame Sterling, nous a accueilli le chaleureux concierge. C'était une supposition à laquelle j'étais régulièrement confronté, et d'habitude, je la corrigeais immédiatement. Mais avant que je ne puisse ouvrir la bouche, Richard est intervenu. En fait,
se sont de suite séparés. Pour mademoiselle Davis et moi-même. Sa voix était polie, mais ferme. J'ai ressenti un élan bizarre de gratitude pour sa réaction rapide. Bien sûr, toutes mes excuses, c'est rattraper le concierge. Nous vous avons installé dans des suites communicantes au niveau club, comme demandé. J'ai haussé un sourcil vers Richard alors que nous marchions vers les ascenseurs. Des suites communicantes? Il a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Mon assistante a réservé cela avant que je n'examine l'itinéraire. Je peux leur demander de me changer de chambre si cela te met mal à l'aise. Ça va, ai-je dit, sincèrement surprise de constater que c'était le cas. Nous sommes ici pour travailler. Cela facilitera l'examen de la contre-proposition. Notre réunion avec Marc était prévue à 19 h dans notre espace de restauration qui allait bientôt ouvrir, avec vue sur la Cooper River. Traverser cette cuisine chaotique à moitié terminée a déclenché une vague viscérale de souvenirs, les dizaines de visites préalables au lancement que j'avais faites aux côtés de mon mari au fil des ans. Par habitude, Richard a posé une main au bas de mon dos pour me guider devant une équipe qui déplaçait un énorme four en acier. Je me suis figé instantanément. Il a retiré sa main comme s'il s'était brûlé, murmurant de rapides excuses. Ce fut un moment fugace, mais il a souligné de façon brutale le fantôme présent dans la pièce avec nous. Le chef Marc nous a reçus dans son bureau de fortune. Le tempérament de feu habituel de ce génie culinaire de 40 ans était éteint. « J'imagine que je sais pourquoi vous êtes là », a soupiré Marc alors que nous nous asseyions. « Henry Lawson t'a fait des avances », a dit Richard. « C'est une sacrée offre », a répondu Marc sur la défensive. « Nous savons exactement ce qu'est cette offre », suis-je intervenu, gardant un ton collaboratif plutôt que combatif. « Elle est généreuse, bien que je doive admettre que je suis très curieuse de savoir comment le groupe Lawson a obtenu des détails aussi précis. » Marc a tressailli. « Je n'ai fait aucune fuite, si c'est ce que vous insinuez. » Richard s'est penché en avant. « Marc, nous ne sommes pas là pour te menacer d'un procès pour rupture de contrat. Tu es un visionnaire. Si tu penses vraiment que Lawson est le bon endroit pour toi, nous faciliterons une sortie propre, mais nous voulons que tu écoutes d'abord notre contre-proposition. » Marc a paru visiblement choqué. Il s'attendait manifestement à l'agressivité habituelle de Richard, menaces, cris, litiges. Durant l'heure qui a suivi, nous avons exposé notre vision. Nous nous sommes alignés sur le salaire de base de Lawson et avons offert à Marc une participation accrue au capital, spécifiquement liée à l'établissement de Charleston. Mais notre atout majeur était une idée que Richard et moi avions finalisée dans l'avion. Un programme d'incubation, a expliqué Richard, sa passion évidente. La marque Evans Culinary Academy, basée dans nos centres de New York et de Charleston. Tu ne dirigerais pas seulement une cuisine. Tu institutionnaliserais ta philosophie, formant la prochaine génération de talents de premier plan sous notre bannière d'entreprise. J'ai observé Marc assimiler la proposition. Sa posture défensive s'est évanouie, remplacée par un enthousiasme sincère. L'académie était l'idée d'Alex, a ajouté Richard, me stupéfiant complètement. Elle a souligné que ton véritable génie ne consiste pas seulement à dresser des assiettes. C'est de former tes sous-chefs. C'est ton héritage. Marc m'a regardé, un sourire éclairant son visage. Mon premier chef exécutif était un tyran. Je me suis promis de ne jamais traiter les jeunes cuisiniers de la manière dont il m'a traité. Je dois admettre que vous m'avez complètement pris de court avec ça. Avec toutes les rumeurs du secteur sur le divorce, je pensais que la structure de l'entreprise s'effondrait. Je pensais que vous alliez vous entre-déchirer. J'ai jeté un bref coup d'œil à Richard. Notre dynamique personnelle a évolué, ai-je dit avec aisance. Mais notre engagement envers cette entreprise et envers toi est plus fort que jamais. Exactement, a acquiescé Richard. La restructuration nous a obligés à éliminer le superflu pour nous concentrer sur nos forces. La supervision juridique d'Alex a révolutionné notre façon de fonctionner. Nous sommes une entité bien plus redoutable aujourd'hui que nous ne l'avons jamais été. Son éloge public spontané m'a laissé momentanément sans voix. C'était la première fois qu'il parlait de mon sens des affaires sans la moindre trace de condescendance ou de sentiment de propriété. À la fin de la réunion de 2 heures, Marc avait accepté verbalement de déchirer la proposition de Lawson et de signer notre nouveau contrat. Cela s'est nettement mieux passé que je ne l'avais prévu, a admis Richard alors que nous sortions du restaurant. L'air humide de la nuit de Charleston nous enveloppait.
Les lanternes à gaz vacillant le long des rues historiques offraient un décor de cinéma à la retombée de l'adrénaline d'une négociation à enjeux élevés. L'académie était le facteur décisif. Je lui ai dit, tu as compris exactement ce qui motivait son ego. C'était brillant. Nous formons une bonne équipe d'un point de vue purement commercial, a-t-il noté. J'ai laissé passer un silence. Nous l'avons toujours fait, Richard. Ce n'était pas là le problème. Il s'est arrêté de marcher, se tournant pour contempler les eaux sombres du port. Il a pris une inspiration profonde et saccadée. Mon problème, c'était que je n'arrivais pas à accepter qui tu devenais. J'ai épousé une jeune fille de 20 ans qui me regardait comme un dieu. Je voulais te façonner. Mais ensuite, tu as grandi. Tu es devenue cette femme brillante, terrifiante de compétences, qui n'avait pas besoin de moi pour survivre. Ton ambition a éclipsé mon ego. Et au lieu d'être fier de toi, je me suis senti menacé. J'ai essayé de t'enfermer dans une boîte. Et quand tu es devenue trop grande pour elle, j'ai tout saboté. Je l'ai fixé, profondément choqué. Où as-tu appris à parler ainsi, ai-je lâché. C'était un homme dont tout le vocabulaire émotionnel se limitait autrefois à la colère, au charme ou au déni. Il a esquissé un sourire triste et d'autodérision. Je suis une thérapie intensive depuis 14 mois. J'ai examiné son visage attentivement. Il paraissait plus vieux, plus humble, dépouillé de ce narcissisme toxique qui avait réduit notre vie en cendres. Tu me surprends, Richard. Vraiment, j'en suis heureux, a-t-il dit doucement. Nous sommes retournés à l'hôtel et avons pris l'ascenseur jusqu'au niveau club en silence. Ce n'était pas le silence lourd et étouffant de la fin de notre mariage, mais un silence prudent, respectueux, entre deux vétérans qui avaient survécu à une guerre l'un contre l'autre. Lorsque nous avons atteint nos portes communicantes, il m'a regardé. Merci d'être venu ici, Alex. Tu as sauvé le contrat de Charleston aujourd'hui. Bonne nuit, Richard. J'ai fermé la porte de ma suite et je me suis appuyé lourdement contre le bois massif, exhalant un soupir que j'avais l'impression de retenir depuis un an. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai sorti. Repose-toi bien. Merci. J'ai soupiré. Une seconde plus tard, un nouveau message est apparu. Jacob Simons, je m'entraîne actuellement à la valse dans mon salon tout en passant en revue les lois commerciales fédérales. S'il vous plaît, dites-moi que vous porterez des chaussures confortables vendredi, car j'ai l'intention de monopoliser votre soirée. Un rire sincère et irrépressible est monté dans ma poitrine. Ce message m'apportait un élan de légèreté, une étincelle de joie pure et simple que je n'avais pas ressentie depuis 10 ans. Je me suis approché de la fenêtre donnant sur la silhouette historique de Charleston et j'ai tapé une réponse rapide et pleine d'esprit. L'avenir, avec tous ses rebondissements imprévisibles, ses risques de nouveaux chagrins et ses promesses de nouveaux triomphes, était grand ouvert. Le traumatisme du passé n'était plus une ancre qui me tirait vers le bas. C'était le socle sur lequel se dressait mon nouvel empire. Vendredi soir, je me tenais devant le miroir du sol au plafond de mon appartement de Brooklyn pour une dernière vérification. La robe de soie vert émeraude tombait de manière impeccable, réussissant à être à la fois d'une élégance sobre et d'une prestance absolue. J'avais relevé mes cheveux, associés au diamant vintage de ma grand-mère. C'était un style qui jetait un pont entre la noblesse classique de Manhattan et le requin redoutable du droit des affaires. Mon esprit s'est brièvement égaré vers les galas de bienfaisance de mes 20 ans, où je me tenais sagement au bras de Richard, souriant poliment comme son faire-valoir. Ce soir, j'entrais à la bibliothèque publique de New York non pas en tant qu'invité, mais en tant qu'associé d'un cabinet d'avocats de premier plan, occupant pleinement mon espace. J'ai souri à mon reflet. Les cicatrices de guerre étaient invisibles, mais l'armure qu'elles avaient forgée était par balles. Le gala au bâtiment Stephen A. Schwarzman était spectaculaire. Le Grand Hall Astor était transformé, baigné par la musique d'un quatuor à cordes, le tintement du cristal et le bourdonnement sourd de l'élite juridique de Manhattan qui réseautait sous les hautes voûtes de marbre. Thomas et son épouse, Elizabeth, m'ont intercepté près de l'entrée. « Tu as l'air absolument redoutable, Alex », a souri Thomas, rayonnant. « Ma meilleure associée ne déçoit pas, le lieu est magnifique, Thomas », ai-je dit en embrassant Elizabeth sur la joue. Bien que se retrouver dans une pièce avec 500 avocats un vendredi soir soit un concept terrifiant. Elizabeth s'est penchée vers moi, clignant de l'œil avec complicité. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui guette spécifiquement ton arrivée. À 2 heures,
près de la pyramide de Champagne. J'ai tourné la tête lentement. Jacob Simons se tenait là dans un smoking impeccable, en pleine conversation avec un juge fédéral. Il a levé les yeux, son regard rencontrant le mien. Le sourire lent et profondément admiratif qui s'est dessiné sur son visage a envoyé une décharge tout à fait non professionnelle au plus profond de moi. Sillonnant la salle de bal, saluant collègues et rivaux, je l'ai enfin rejoint. Jacob était d'une franchise rafraîchissante, pas de posture, pas de démonstration de force d'entreprise, juste une connexion magnétique immédiate. Nous avons évité les bavardages ennuyeux, plongeant directement dans des joutes verbales rapides sur la jurisprudence, seulement interrompus par des éclats de rire sincères. Lorsque l'orchestre est passé à un classique de jazz au tempo lent, il m'a tendu la main. Je crois que nous avions négocié un contrat pour une danse. C'est vrai, ai-je convenu, le laissant me guider sur la piste de marbre. Danser avec Jacob se faisait sans effort. Il m'a posé des questions pointues sur mon siège au conseil d'administration du groupe hôtelier, sincèrement fasciné par ma double trajectoire de carrière. Il ne trouvait pas mon ambition intimidante, il la trouvait enivrante. C'était exactement la reconnaissance dont j'avais été privé pendant tout mon mariage. Quiconque t'a laissé partir était un imbécile absolu, a murmuré Jacob, sa main chaude posée dans le bas de mon dos. C'était dit d'un ton léger, mais la sincérité dans ses yeux était indéniable. Avant que je ne puisse répondre, mon regard a glissé par-dessus son épaule. Debout près du grand escalier, un verre de scotch à la main, se tenait Richard. Il était présent en tant que client VIP du cabinet. Je l'ai regardé m'observer. Le cliché classique du mari regrettant ses choix. Il a semblé un instant terrassé, les yeux fixés sur la complicité évidente entre Jacob et moi. Puis-je me permettre d'intervenir ? J'ai cligné des yeux. Ce n'était pas Jacob qui avait parlé. Je me suis retourné pour voir Thomas Wentworth tapoter joyeusement l'épaule de Jacob. J'imagine que je peux la céder au patron pour une chanson, a souri gracieusement Jacob en reculant. Je vais aller nous chercher des rafraîchissements au bar. Tandis que Thomas me faisait tourner, j'ai jeté un regard vers le grand escalier. Richard me regardait fixement. Il n'y avait plus de colère dans son expression, seulement une acceptation empreinte d'une profonde mélancolie. Il a levé son verre vers moi, un toast silencieux, une dernière concession de défaite, et une reconnaissance de la femme que j'étais devenue. Puis il s'est retourné et a franchi les lourdes portes en laiton, disparaissant dans la nuit de New York. J'ai senti un dernier poids immense se détacher de ma poitrine. Le fantôme était officiellement exorcisé. Je n'avais pas seulement survécu à la trahison de Richard, je l'avais retourné contre lui. J'avais pris le contrat même qu'il avait conçu pour m'opprimer et je m'en étais servi pour acheter ma liberté, ma fortune et ma totale indépendance. Je n'étais plus la jeune fille naïve de 20 ans désespérément en quête de l'approbation d'un homme puissant. J'étais la femme puissante. Tu souris, a noté Thomas alors que la chanson se terminait. J'imagine que c'est grâce à Simons. En partie, ai-je admis, regardant vers le bar d'où Jacob revenait vers moi, 2 coupes de champagne à la main, son regard rivé sur moi seul. Et l'autre partie, a demandé Thomas. J'ai pris une grande inscription, ressentant les pulsations de la ville, le bourdonnement du gala, et la certitude absolue de ma propre force. J'ai simplement hâte de voir l'avenir, Thomas. J'ai bien l'intention de le posséder entièrement.